Le tableau d'affichage électronique de la base du corps des Marines de Camp-le-Jeune clignote en rouge, X après X après X, l'échec peint en cramoisi numérique dans le ciel de l'après-midi de Caroline du Nord. Le sergent-chef Daniel Hargrove se tient les bras croisés, regardant ses meilleurs tireurs échouer. 22 ans qu'il dirige ce pas de tir, 22 ans à former des snipers d'élite du corps des Marines pour en faire les meilleurs tireurs du monde. Et personne n'a encore franchi la barre des 70% sur la série Centurion. Le vent charrie de la poussière sur la ligne de tir. La chaleur de juin danse sur le béton. Sensible à distance variable flotte dans la brume. Silhouette d'acier silencieuse, juge implacable mesurant la compétence à l'aune d'un standard sans pitié. De 200 à 900 mètres. Silhouette escamotable. Plaque de précision. Indicateur mobile, à peine visible dans le mirage. La mâchoire de Hargrove se serre quand le score final s'affiche. 67 sur 100. Son meilleure équipe, ses meilleurs élèves, 67 touches, 33 ratés. Le colonel Richard Colton descend du poste d'observation. 59 ans, cheveux argentés, coupés courts, visage tanné par 3 guerres. Ses bottes frappent le sol du pas de tir avec une lenteur calculée. Chaque foulée, un compte à rebours vers une conversation que Hargrove ne veut pas avoir. Sergent, Hargrove se met au garde à vous. 22 ans que je dirige ce parcours. La voix de Colton porte la poussière du Tennessee de son enfance et le gravier de trop de déploiements en zone de combat. Personne n'a jamais passé les 70%, pas une seule fois. Le standard est conçu pour repousser les limites, mon colonel. La série Centurion n'a jamais été faite pour être maîtrisée. Colton laisse tomber, ou peut-être qu'elle révèle des lacunes dans notre entraînement qu'on ignore depuis 2 décennies. Les mots s'abattent comme des tirs entrants. Hargrove en ressent l'impact dans sa poitrine, mais garde le visage neutre, professionnel. Mes Marines comptent parmi les meilleurs tireurs du corps, mon colonel. Parmi les meilleurs. Colton laisse la nuance s'installer entre eux dans la chaleur. Pas les meilleurs qu'ils pourraient être. Avant que Hargrove puisse répondre, le bruit d'un moteur tranche le silence de l'après-midi. Un pick-up civil, un Ford F-150, une dizaine d'années, peinture beige délavée par le soleil et l'usage. Il franchit le portail du pas de tir avec un badge visiteur bien en vue sur le tableau de bord. Le regard de Hargrove se plisse. Qui a autorisé des civils sur mon pas de tir pendant les qualifications ? Colton ne répond pas. Il se contente de regarder le camion se garer près du hangar à matériel. La portière conducteur s'ouvre, une femme en descend. Fin de la vingtaine, taille moyenne, cheveux blonds tirés en une simple queue de cheval, t-shirt gris uni, jeans sombres, chaussures de randonnée, pas de maquillage, pas de bijoux, rien qui attire l'attention. Sauf sa façon de bouger. Délibérée, économe, chaque pas porteur d'intention. Elle se penche dans la benne du camion et en sort une caisse pélicane noire, flançant rigide, plastique éraflé par les années de service. Elle la porte d'une main avec la désinvolture de quelqu'un qui en connaît exactement le poids et l'équilibre. Le caporal Nathan Reeves, 25 ans, retour de son 2e déploiement, se penche vers un collègue. « C'est qui, elle ?» Aucune idée, mais elle se déplace comme si elle connaissait l'endroit. La femme avance vers la ligne de tir, sans hésitation, sans agressivité, juste présente. Son regard balaie le terrain, selon un schéma systématique, celui de quelqu'un formé à lire un espace. Elle se positionne de façon à ne jamais avoir d'entrée dans le dos. Détail infime, geste inconscient, le genre de réflexe qui devient une seconde nature. Hargrove s'avance, lui coupant le chemin. « Madame, c'est un pas de tir à accès restreint pendant les... » Elle le regarde, des yeux bleu-gris, calmes comme les eaux profondes. « Je peux vous emprunter votre fusil 1 minute, sergent ?» La question l'arrête net, pas les mots eux-mêmes, mais le ton. Aucune hésitation, aucune demande de permission déguisée. Juste une intention simple, formulée comme une question. Reeves lève son téléphone, il filmait les qualifications depuis 1 semaine pour un montage souvenir. Mais ce moment-là est différent, ça vaut la peine. Le sourire professionnel de Hargrove n'atteint pas ses yeux. Ce n'est pas un zoo, madame. Et ça, c'est un fusil de précision à 10 000 $. Le vôtre a le 0 décalé. Le pas de tir se tait. Pas le silence qui suit une conversation interrompue, celui, retenu, des témoins qui pressentent quelque chose d'inattendu.
2 clics à droite par rapport au vent d'Est d'hier. Le sourire de Hargrove disparaît entièrement. Mon 0 est parfait. Je l'ai vérifié ce matin. Vous l'avez réglé hier. 8 miles à l'heure de vent d'Est, compensation standard. 2 clics à droite, c'était le bon choix pour ces conditions. Elle incline légèrement la tête, comme si elle le lisait. Mais aujourd'hui, le vent vient de l'ouest à 4 miles à l'heure. Vous avez gardé le réglage d'hier. Votre 0 est décalé de la somme des 2 corrections. La mâchoire de Hargrove se contracte. Ses mains se ferment en poing, puis s'ouvrent délibérément. Elle a raison, il le sait. La veille, vent fort d'Est, il avait corrigé et tiré un groupe parfait. Ce matin, il avait vérifié son 0 dans l'air calme, s'en était satisfait, sans jamais penser à remettre la molette au neutre. Une erreur, petite, mais réelle. Le genre qui coûte des touches à longue distance. Et cette femme civile l'avait diagnostiqué en 5 secondes sans toucher son fusil. Colton fait un pas en avant. Repos, sergent. Elle est autorisée. Mon colonel, c'est hautement irrégulier. Laissez-la essayer. Ces 3 mots portent le poids d'un ordre. La protestation de Hargrove meurt dans sa gorge. Il s'écarte et désigne son fusil, toujours posé sur le banc de tir. Je vous en prie. Elle ne s'y dirige pas encore. D'abord, elle pose sa caisse au sol et l'ouvre. À l'intérieur, chaque chose a sa place. Un carnet à couverture de cuir, bord poli par les années de manipulation, un anémomètre numérique compact, une montre cardio-fréquence-mètre, une pochette en tissu qui cliquette doucement, pleine d'outils. Elle sort le carnet, l'ouvre à une page couverte de notes manuscrites, chiffres, schémas, observations à l'encre bleue. Le papier est doux sur les bords, marqué par des consultations répétées. Reeves zoome avec son téléphone. Il entrevoit une inscription en haut de page, dans une écriture différente des notes, trait plus ancien, plus appuyé. Le 0 n'est pas un chiffre, c'est une conversation. La femme, personne ne lui a encore demandé son nom, referme le carnet et le pose de côté avec la déférence qu'on réserve aux objets sacrés. Elle attache le cardio-fréquence-mètre à son poignet et vérifie l'affichage. 56 battements par minute. Reeves murmure à son voisin « C'est pas possible. La fréquence cardiaque au repos, c'est 70 en moyenne. Elle devrait être plus haute rien qu'à cause de la marche. Mais le chiffre ne bouge pas. 56, stable comme un métronome. Elle commence à respirer de façon délibérée. Inspiration en 4 temps. Les côtes d'Inia se soulèvent visiblement sous son t-shirt. Rétention en 4 temps. Expiration en 4 temps. Pause en 4 temps. Puis recommence, encore et encore. Sa poitrine monte et descend avec une précision mécanique. Respiration en carré. La technique utilisée par les forces spéciales pour contrôler la réponse au stress. Inspirer 4, retenir 4, expirer 4, attendre 4. Simple, efficace, difficile à maintenir sous pression. Elle fait paraître ça naturel. Le sergent James Kowalski observe depuis 6 mètres, 35 ans. Main marquée par un engin explosif improvisé au Kandahar. Des yeux qui ont vu des choses qu'il ne peut pas effacer. Depuis 10 minutes, il passe le même écouvillon dans le canon de son fusil. Pas parce qu'il en a besoin, parce que le geste l'aide à réfléchir. Il reconnaît quelque chose dans ses mouvements. La préparation rituelle, le calme délibéré. Il l'a déjà vu. Il y a longtemps. Sur quelqu'un d'autre. La même philosophie. Dex. Il prononce le nom sans le vouloir. Juste un murmure. Un souvenir dit à voix haute, la femme tourne légèrement la tête, juste assez pour montrer qu'elle a entendu. La gorge de Kowalski se noue. Le sergent-chef Frank Decker. Il respirait comme ça avant les tirs difficiles. Elle s'approche de lui, s'arrête à 1 mètre. Distance respectueuse, distance professionnelle. Vous connaissiez Dex ? Il m'a formé 2009, Irak, avant qu'il... Il ne finit pas la phrase. Avant qu'il quoi ? Avant qu'il abandonne, qu'il quitte le corps, qu'il aille dans le civil et oublie ce qu'honneur veut dire. Son expression ne change pas, mais quelque chose se déplace dans ses yeux, comme une porte qui se ferme, ou une arme qu'on arme. Dex n'a jamais oublié l'honneur. Chaque mot tombe avec précision. C'est le corps qui l'a oublié. Il a abandonné ses Marines. Il a pris des éclats en sauvant toute son unité. Sa voix reste posée, mais tranchante maintenant. Cœur pourpre, étoile de bronze, réforme médicale après l'Afghanistan en 2010, 3 morceaux de métal dans le dos. Un a frôlé sa colonne vertébrale. Et vous appelez ça abandonné ? Kowalski blêmit.
L'écouvillon tombe de ses mains. Je ne savais pas. On nous avait dit qu'il avait démissionné, qu'il avait choisi la vie civile. Choisi ? Une carrière terminée par l'ennemi. Un corps qui ne passait plus la visite médicale. Elle n'élève pas la voix, elle n'en a pas besoin. La vérité a sa propre pesanteur. Dex a tout donné. Le corps lui a rendu une réforme et une pension. Vous, qu'est-ce que vous lui avez donné ? Silence épais, inconfortable. Hargrove se racle la gorge. Madame, je crois qu'on n'a pas encore été correctement présenté. Elle se tourne vers lui, le tranchant s'atténue. Claire Weston, Frank Decker. Dex était mon professeur. Il a commencé à m'entraîner à 16 ans. Il a continué jusqu'à sa mort, il y a 2 ans. De quoi est-il mort ? La voix de Hargrove s'est adoucie. Un engin explosif en Afghanistan, en 2022. Formateur civil pour l'armée nationale afghane. Elle regarde Kowalski. Il faisait ce qu'il a toujours fait, apprendre aux autres à être meilleurs qu'ils ne le croyaient. Colton s'insère entre les souvenirs et le présent. Mademoiselle Weston, sergent Hargrove, peut-être devrions-nous passer à la démonstration. Claire acquiesce et s'approche du banc de tir. Elle reste un long moment debout, derrière le fusil de Hargrove, sans le toucher, l'observant, le lisant, comme on lirait un visage. M110 SAS, dit-elle, système semi-automatique de tireur d'élite, 7,62 autant. Portée efficace de 900 mètres entre les bonnes mains. Celui-ci a été bien entretenu. Le schéma d'huile sur la culasse indique un nettoyage régulier. L'usure de la garde-main montre qu'il sert vraiment, qu'on ne le bichonne pas. Elle tend la main. Ses doigts effleurent la molette de réglage de la lunette. Leupold Mark IV, grossissement variable 6,5 à 20. Bonne optique, suivi fiable. Son pouce trouve le bouton de dérive. Actuellement réglé à 2 clics à droite du 0. Hargrove ne peut s'en empêcher. Comment connaissez-vous ma position de 0 ? Je ne la connais pas. Mais je connais le vent d'hier et celui d'aujourd'hui, et je sais ce qu'un bon tireur ferait dans l'une et l'autre situation. Elle le regarde. Vous êtes un bon tireur, sergent. Vous avez juste oublié de défaire votre correction temporaire. Elle effectue le réglage. 2 clics à gauche, sonore. Le son se propage dans le silence comme une cloche. Elle examine ensuite le fusil dans son ensemble. Longueur de la crosse, hauteur de joue, position de la détente. Elle ne touche à rien d'autre. Ce n'est pas son fusil. Elle l'emprunte, elle ne se l'approprie pas. Je peux. Elle désigne le banc. Hargrove acquiesce d'un signe de tête. Claire s'installe, mais pas comme Hargrove tire. Elle est gauchère, le fusil à l'épaule gauche, mais l'œil droit derrière la lunette. Dominance croisée. Adaptation rare. La plupart des tireurs sont homogènes, œil et main du même côté. Croiser les deux exige un entraînement que peu tentent. Le cerveau résiste à cette configuration, cherche la cohérence. Elle fait paraître ça naturel. Sa respiration se poursuit, le rythme en 4 temps, visible dans son dos. La montre affiche toujours 56. Calme impossible. Elle prend appui derrière la lunette, trouve la première cible dans le verre. 200 mètres. Distance de base. Test fondamental. Début de la série Centurion. Annonce l'officier de tir dans les haut-parleurs. Sans cible, distance progressive, limite de temps. 20 minutes, rechargement autorisé. Les ratés seront comptabilisés. Le doigt de Claire repose le long de la queue de détente. Pas dessus, juste là, en attente. Présente avec le fusil, sans rien forcer. La première cible surgit. Silhouette en buste, 200 mètres. Sa respiration ralentit. Le cycle à 4 temps s'étire sur 5 temps, puis 6. Elle trouve la pause naturelle entre les souffles, ce moment où les poumons sont vides et le corps immobile. La pause respiratoire. Cette fraction de seconde où le corps humain devient la plateforme la plus stable qui soit. Son doigt rejoint la détente. Il en trouve le premier seuil, sans la résistance, le point où la pression devient engagement. Elle appuie. Le fusil claque. L'étui éjecté décrit un arc dans la lumière avant de teinter sur le béton. En bas du couloir, la cible tombe. Lumière verte sur le tableau. 1 sur 1. Elle ne célèbre pas, ne marque aucune pause. Elle passe à la cible suivante. Manipulation de culasse fluide, chambrage de la cartouche, retour en position. Cible 2, 300 mètres. Plaque plus petite, lecture du vent plus délicate à cette distance. Elle n'ajuste pas la lunette, pas de dialing.
Elle utilise les repères intégrés du réticule, lit le vent dans la distorsion du mirage, effectue la correction dans sa tête et l'applique par le point de visée. Le coup part proprement. Lumière verte, 2 sur 2. Reeves baisse son téléphone. Elle respire même pas fort. Hargrove observe avec une intensité professionnelle, cataloguant tout. Sa position, sa pression sur la détente, son rythme, cherchant le truc, l'avantage, l'explication. Ce qu'il voit à la place, c'est la simplicité. Aucun geste superflu, aucune lutte contre les harmoniques naturelles du fusil, aucune tentative de forcer le coup sur son propre tempo. Elle laisse le fusil lui dire quand il est prêt. Puis elle l'approuve. Cible 3, 450 mètres, en angle. Le vent monte légèrement, les fanions sur le pas de tir indiquent un changement. De 5 à 7 km à l'heure, venant maintenant du quart gauche. Claire attend. Observe le mirage. Les ondes de chaleur au-dessus du sable créent une distorsion visible dans l'air, comme regarder à travers de l'eau. Le mirage plie et ondule selon le vent, créant des schémas. Un langage pour ceux qui savent à le lire. Elle le lit, ajuste sa visée, tire, lumière verte, 3 sur 3. Le groupe qui s'est rassemblé, 20 Marines, instructeurs et élèves confondus, tous sceptiques, commence à se taire, pas parce qu'elle le leur a demandé, parce que quelque chose dans sa performance commande le silence. 10 cibles, 10 lumières vertes, pas un raté. Les bras de Hargrove se décroisent, il se penche légèrement en avant. La curiosité professionnelle devient autre chose, du respect, peut-être, de l'inquiétude, difficile à dire. 20 cibles. 20 lumières vertes. Quelqu'un dans la foule murmure « Elle ne tire pas, elle négocie ». La phrase se propage, les Marines hochent la tête, l'évidence qui se fait jour. Elle n'impose pas sa volonté au vent, au fusil, à la cible. Elle trouve le point d'accord, l'intersection où toutes les variables convergent. 30 cibles, 30 vertes. Depuis le poste d'observation, Colton parle dans sa radio, voix tendue par une excitation contenue. « Hargrove, vous voyez ça ?»« Oui, mon colonel. » Hargrove ne quitte pas Claire des yeux. « C'est réel ?»« Je ne sais pas, mon colonel, mais je suis en train d'y assister. 40 cibles, 40 lumières vertes. Aucun raté, aucune hésitation, juste une compétence constante, précise, écrasante. De 600 à 800 mètres arrivent les plaques longue distance. Le vent a plus de temps pour agir sur la balle. La gravité tire plus fort. Le mirage devient moins fiable. C'est là que se fait la séparation entre les bons tireurs et les grands. Claire gère l'élévation avec les repères en échelle de son réticule. Point de référence interne, pas de réglage de tourelle. Une cible apparaît à la limite de la portée efficace. Elle attend. Un demi-cycle de vent. Puis elle favorise 2 millièmes à gauche. Le son du métal frappant le métal traverse le pas de tir. Clair comme une cloche. Impact en plein centre. La foule inspire collectivement, pas encore tout à fait convaincue, pas encore prête à espérer. 50 cibles, 50 vertes. L'expression de Hargrove bascule du scepticisme à la fascination. 20 ans d'enseignement du tir. Il sait à quoi ressemble un bon tir. Ce qu'il voit dépasse ça. C'est de l'art. Chaque balle placée avec la certitude de quelqu'un qui connaît le résultat avant que la détente cède. 60 cibles, 60 vertes, 70. Elle dépasse son record. 67, c'était le meilleur de son équipe. Elle est à 70 et elle continue. Kowalski regarde avec quelque chose qui ressemble à de la douleur. Reconnaissant le style, la philosophie, l'approche, l'enseignement de Dex rendu visible dans cette femme qu'il n'avait jamais vue avant aujourd'hui. 80 cibles, 80 vertes. Reeves a abandonné le filmage. Il regarde simplement, téléphone oublié dans la main, témoin de quelque chose dont il sait qu'il se souviendra toute sa vie. 90 vertes. Une légère sueur perle sur le visage de Claire. Une goutte se forme à la tempe, suit le contour de son visage, et tombe précisément au moment où elle referme la culasse, ratant son œil parce qu'elle avait positionné son bandeau stratégiquement. Même sa transpiration est maîtrisée. 95 vertes. L'officier de tir vérifie son équipement. S'assure que le système de notation ne dysfonctionne pas. Tout affiche vert. Tout est correct. Elle n'a pas raté une seule fois. Pas une. 99 cibles. 99 vertes. Une cible reste. Le défi final. 900 mètres, portée efficace maximale du système M110.
au bord de l'enveloppe de performance du fusil et de la cartouche. La cible surgit, à peine visible dans la lunette même au grossissement maximum. La chaleur la fait danser dans le verre. Le vent a forci à 15 km/h à l'heure. Des rafales, irrégulières. Les pires conditions possibles pour le tir le plus important. Claire ne se presse pas. Elle observe. Respiration maintenue. 4-4. 56 battements. Elle lit les fanions. Lit le mirage. Lit le rythme des rafales. Le vent n'est pas aléatoire. Il a des schémas, des cycles, des crêtes et des creux, des vagues de pression traversant le terrain. Elle attend que la vague passe. 5 secondes, 10, 15. La cible ne restera visible que 4 secondes en tout. Elle en a déjà utilisé la plupart à attendre. Une seconde restante, le vent faiblit. Pas le calme, juste moins. Une micro-réduction dans la rafale de 15 à peut-être 11 km à l'heure. Elle tire dans cette demi-seconde de répit. La balle voyage. Le temps semble se suspendre. 900 mètres, c'est plus d'1 kilomètre. La balle met plus d'une seconde pour arriver, chutant de plus d'1 mètre, dérivant dans le vent, luttant contre la gravité et la résistance de l'air et toutes les forces naturelles. Puis l'impact. La plaque d'acier sonne, claire et pure, touchant plein centre, à distance maximale, dans un vent difficile. La 100e cible tombe, la lumière verte s'allume sur le tableau. Sans cible, sans touche, score parfait. 0 raté, le silence s'installe sur le pas de tir, absolu, complet. Le genre de silence qui précède le tonnerre. 5 secondes entières s'écoulent. Personne ne bouge, personne ne parle. 20 Marines figés, en train de traiter ce à quoi ils viennent d'assister. Puis le chaos. Une explosion de voix, l'incrédulité, le choc, le respect, la peur, la confusion, tout cela déferle ensemble. Le téléphone de Reeves glisse de ses mains, claque sur le béton. C'est pas possible. Littéralement pas possible. L'officier de tir se précipite pour vérifier les données et télémétriques, revisionne les images, image par image, vérifie les impacts sur chaque cible, tout confirme, centre de masse ou mieux, délai dans les paramètres, 0 raté. Aucun. Il lève les yeux de son écran comme s'il lisait des données qui n'auraient pas dû exister. Tout confirmé, 100 sur 100, score Centurion parfait. Premier dans l'histoire du corps des Marines. Les mains de Hargrove tremblent légèrement, à peine, mais visibles si on cherche. 22 ans à diriger ce pas de tir. 22 ans à dire aux Marines que la perfection est impossible, que la série Centurion est imbattable par conception, que 67% c'est une excellente performance. Et cette femme civile vient de le faire mentir. Colton descend du poste d'observation. Ses bottes frappent lisse les marches avec un rythme délibéré. La démarche d'un homme qui traite une information qui ne cadre pas avec sa compréhension du monde. Il s'arrête devant Claire. Elle vide tranquillement le fusil, contrôle la chambre, mais la sûreté le pose avec le même respect qu'au début. Mademoiselle Weston. La voix de Colton porte le poids de 37 ans d'uniforme. Une explication. Les relevés de votre pas de tir indiquent que le vent d'hier oscillait entre 11 et 16 km à l'heure de l'Est. La correction standard, 2 clics à droite. Ce matin, vent de 6 km à l'heure de l'Ouest. Il fallait revenir à gauche. Le sergent Hargrove est un excellent tireur. Il n'a simplement pas réajusté aux nouvelles conditions. Elle marque une pause, rencontre le regard de Colton. Ce n'est pas une critique, c'est une observation technique. Hargrove avance, la distance entre eux diminue. La tension pourrait basculer dans un sens ou dans l'autre. Son amour-propre est blessé. Ses méthodes remises en cause, sa compétence questionnée, il lui tend la main. « Apprenez-moi ». Claire la saisit, poignée ferme, professionnelle. La première leçon de Dex, écoute plus longtemps que tu ne tires. Colton observe l'échange, calculant. Mademoiselle Weston, mon bureau, nous devons parler. Sergent Hargrove, fermez le pas de tir, renvoyez les élèves, puis rejoignez-nous. Oui, mon colonel. La foule se disperse lentement, à contre-cœur, encore en train de traiter, encore incapable d'accepter. Kowalski s'approche de Claire, s'arrête à distance respectueuse. Madame, j'ai parlé sans savoir, tout à l'heure, au sujet de Dex. Je suis désolé. Claire l'étudie, lisant au-delà des mots jusqu'à l'homme derrière. Votre nom, sergent ? James Kowalski. Une reconnaissance traverse ses yeux. Dex a écrit sur vous. Dans des lettres qu'il m'envoyait d'Afghanistan. 2010. Il disait que vous étiez un tireur naturel, mais trop agressif.
que vous seriez imbattable si vous appreniez l'immobilité. La gorge de Kowalski se serre. Il ne m'a jamais dit ça. Il est mort avant de pouvoir finir de vous enseigner. Sa voix se fait légèrement plus douce. Il ne vous a pas abandonné, sergent. La mort l'a pris avant la fin de la leçon. Elle plonge dans sa caisse et en sort une photographie qu'elle tend à Kowalski. L'image montre un homme d'une 50aine d'années, mâchoire solide, visage buriné, yeux qui ont connu le combat et en sont revenus différents. Le sergent-chef Frank Decker en grande tenue, des médailles couvrant sa poitrine, cœur pourpre, étoile de bronze, ruban d'action au combat, la preuve accumulée d'une vie vouée au service. En bas, à l'encre noire, l'écriture de Dex, la même que la note dans le carnet de Claire. L'immobilité, c'est la force. Enseigne-leur ça. Dex. Les mains de Kowalski tremblent en tenant la photographie. Est-ce que je peux la garder? Dex voudrait que vous l'ayez. Colton se racle la gorge. Mademoiselle Weston, notre réunion. Claire lui emboîte le pas vers le bâtiment de commandement. Hargrove les suit, tous trois traversant le pas de tir comme des figures dans un tableau, l'instructeur qui croyait tout savoir, le commandant qui apprend qu'il savait moins qu'il ne pensait, et la femme qui vient de réécrire les records avec du matériel emprunté et l'enseignement d'un homme mort. La pièce est sobre, bureau, chaise, classeur, drapeau américain dans l'angle, des photographies sur les murs relatant la carrière de Colton, tempête du désert, Irak, Afghanistan. 3 décennies de service compressés en souvenirs encadrés. Colton s'assied, invite Claire et Hargrove à faire de même. Mademoiselle Weston, je vais être direct, parce qu'on n'a pas le temps pour autre chose. Je ne vous ai pas fait venir pour étaler ce dont vous êtes capable. Je vous ai fait venir parce que nous échouons. Claire écoute sans interrompre. C'est Marines. Colton tapote son bureau. Mais Marines, les meilleurs snipers que le corps peut produire. Ils plafonnent à 70%. On a tout essayé. Nouveau matériel, entraînement renforcé, cours de qualification étendu. Rien ne fonctionne. 70 semble être le plafond. Il se penche en avant. Vous venez de tirer 100% sur un parcours conçu pour être impossible, avec du matériel emprunté que vous n'aviez jamais utilisé, devant des témoins qui attestent de ce qu'ils ont vu. Les méthodes de Dex fonctionnent, dit Claire simplement. Les méthodes du sergent-chef Decker n'ont jamais été officiellement adoptées par le corps. Elles étaient considérées comme non conventionnelles. Comme menaçantes, corrige Claire, doucement mais fermement. Dex enseignait le partenariat avec les conditions. Le corps enseigne à les dominer. 2 philosophies différentes, 2 résultats différents. Hargrove se déplace dans son fauteuil, les mots l'atteignent de près. Colton hoche lentement la tête. Ce qui m'amène à la raison de votre présence, mademoiselle Weston. Accepteriez-vous d'enseigner à ces Marines, de leur transmettre ce que vous savez, de nous aider à briser ce plafond des 70%? Claire reste silencieuse un long moment. Elle pèse. Je ne suis pas militaire. Je n'ai jamais porté l'uniforme. Je ne suis pas qualifié pour instruire des Marines. Vous venez d'établir un record du corps des Marines. Vous êtes la personne la plus qualifiée de cette base. Je suis qualifié pour tirer. Ça ne veut pas dire que je suis qualifié pour enseigner. Dex vous a enseigné. Colton's voice carries certainty. Et Dex était le meilleur instructeur que j'ai jamais vu. S'il a cru en vous au point de vous transmettre ses connaissances, ses qualifications suffisantes à mes yeux. Claire regarde Hargrove. Et vous, sergent, qu'en pensez-vous? Hargrove prend une inspiration, ravale son orgueil, choisit l'honnêteté. J'enseigne le tir depuis 20 ans. Je croyais tout savoir, ce qui valait la peine d'être su. Vous venez de me montrer que j'avais tort. Ce serait un honneur d'apprendre de vous, madame. Les méthodes de Dex ne sont pas faciles, prévient Claire. Elles exigent de désapprendre autant qu'apprendre, lâcher le contrôle, faire confiance au processus davantage qu'au matériel. J'y suis prêt, dit Hargrove. Colton se lève, tend la main par-dessus le bureau. 2 semaines d'essai, vous entraînez mes snipers. Montrez-leur les méthodes de Dex. Si on constate une amélioration mesurable, on formalise le programme. Vous obtenez un contrat civil, une rémunération équitable, une autonomie totale sur le curriculum. Claire saisit sa main. 2 semaines. Mais j'ai besoin de quelque chose de vous. Dites. Ce n'est pas question de moi. Il s'agit d'honorer Dex. Tout ce que j'enseigne lui sera attribué. Son nom, son héritage, ses méthodes. Je suis juste la messagère. Colton acquiesce.
Accordé. Claire se lève. Alors je vous verrai demain matin. 6 heures. Le pas de tir ouvre à 6h30. Je veux 1 heure avec les élèves avant tout tir. C'est fait. Colton ouvre la porte. Bienvenue à Caen-le-Jeune, mademoiselle Weston. Je crois que vous allez changer quelques esprits par ici. Claire sort dans le soleil de fin d'après-midi. La chaleur s'est assouplie. Le vent a tourné. Il vient du nord maintenant, régulier, prévisible. Elle s'arrête sur les marches du bâtiment, regarde le pas de tir. Le tableau d'affichage affiche encore ses résultats. 100 lumière verte, score parfait, la preuve que les méthodes de Dex fonctionnent. Kowalski s'approche, tenant encore la photographie. « Madame, j'ai besoin de vous demander, dans les lettres de Dex, est-ce qu'il m'avait pardonné pour m'être figé en Afghanistan, pour la faute qui lui a coûté sa carrière ?» Claire se tourne. Elle voit le poids dans ses yeux, la culpabilité devenue partie de lui depuis 14 ans. « Dex ne vous a jamais reproché quoi que ce soit, sergent. Il se reprochait à lui-même de ne pas vous avoir enseigné l'immobilité avant le moment où vous en aviez eu besoin. Ces dernières lettres étaient pleines de regrets, pas d'avoir pris les éclats, de ne pas avoir fini votre formation avant que la guerre l'interrompe. » Les yeux de Kowalski rougissent. « Je pensais qu'il me haïssait, que s'il avait abandonné, c'était à cause de ce que j'avais fait. Il vous a protégé. C'est ce que faisait Dex, il protégeait les gens, même quand ça lui coûtait tout. » Claire pose la main sur l'épaule de Kowalski. Bref contact, connexion humaine. « Demain matin, soyez sur le pas de tir à 6 heures. Dex n'a pas eu le temps de finir de vous enseigner. Moi, je peux. »« J'y serai, madame. » Claire gagne son camion, pose la caisse dans la benne, monte côté conducteur, reste assise un moment moteur, éteint, à traiter la journée, le poids des attentes qui repose désormais sur ses épaules. Elle sort son téléphone, ouvre la galerie photo, fait défiler jusqu'à une image sauvegardée 2 ans plus tôt. Dex Decker, devant un pas de tir quelque part dans le Wyoming. Cheveux gris, visage marqué, yeux encore vifs, encore en vie. La légende en dessous, en lettres noires, dernière leçon avant le déploiement. Enseigne-leur à écouter. Je t'aime, gamine. J'écoute Dex, murmure-t-elle à la photo. Et demain, je leur apprendrai à écouter aussi. Elle met le contact, prend la direction de la sortie de la base. Le soleil touche l'horizon, teint le ciel d'orange et d'or. Beau et éphémère, comme tous les moments parfaits, précieux tant qu'ils durent. Le matin arrive, froid et bleu au-dessus de Caen-le-Jeune. 5h45, le ciel garde cette clarté d'avant l'aube, où les étoiles encore visibles se fondent dans la lumière qui vient. Claire Weston se tient seule sur le pas de tir. Elle est arrivée 30 minutes en avance. Vieille habitude. Dex disait toujours « La première personne sur le pas de tir donne le ton à tous ceux qui arrivent après ». Elle regarde l'horizon à l'est, boit son café d'un thermos, pense aux 12 Marines qui arriveront dans un quart d'heure et qui attendront d'elle qu'elle les rende meilleurs, pas sur le gravier. Elle se retourne, le sergent James Kowalski approche dans la demi-lumière. Tenue de combat complète, bottes cirées, visage fraîchement rasé. Il porte sa caisse de fusil et un carnet. S'arrête à 3 mètres. « Madame, présent comme ordonné. Vous êtes en avance. Je voulais être là le premier, montrer le respect qui convient. » Il se redresse légèrement, gêné par quelque chose. « Madame, j'ai besoin de dire ça avant que les autres arrivent. Ce que j'ai dit hier sur Dex qui avait abandonné, j'avais tort. J'ai eu tort pendant 14 ans. » Claire l'examine. Elle voit le poids qu'il porte, la culpabilité devenue identité. Dex disait « Les excuses, c'est facile. Changer de comportement, c'est difficile. Ne vous excusez pas à moi, sergent. Changez comment vous tirez. C'est l'excuse que Dex voudrait. » Kowalski acquiesce. « Oui, madame. D'autres pas. » Les autres Marines arrivent par paires, en petits groupes. Nathan Reeves avec son téléphone omniprésent. 3 lanciers de 2e bataillon. 2 caporaux de la compagnie d'armes. 5 sergents, dont une femme, cheveux noirs serrés, visage fermé dans un scepticisme professionnel. Le sergent-chef Daniel Hargrove arrive en dernier avec le colonel Colton. Les 2 hommes portent du café. Ils observent Claire avec des expressions différentes. Colton, curieux et plein d'espoir. Hargrove sur ses gardes. 6 heures. 12 Marines en formation souple sur le pas de tir. Claire pose son café, avance. « Je m'appelle Claire Weston, je ne suis pas militaire, je n'ai jamais porté l'uniforme, je n'ai jamais gagné le titre. Alors je ne prétendrai pas à une autorité que je n'ai pas. Vous n'avez pas à m'appeler madame, Claire, ça convient.
elle laisse ça s'installer. Le sergent-chef Frank Decker, Dex, m'a appris à tirer à partir de mes 16 ans. Il m'a enseigné jusqu'au jour de sa mort, il y a 2 ans, en Afghanistan. Tout ce que je sais sur le tir vient de lui. Tout ce que je vais vous enseigner vient de lui. Je suis juste la messagère. Reeves lève la main. Vous avez tiré parfait hier, 100 sur 100. Personne n'avait jamais fait ça. Dex tirait des séries parfaites à l'entraînement, des dizaines de fois. Il ne s'intéressait tout simplement pas aux records. Les records, selon lui, c'était de l'ego. L'enseignement, c'était du service. Claire avance le long de la ligne de Marines, croisant le regard de chacun. Hier n'était pas une démonstration de qui je suis. C'était la preuve que les méthodes de Dex fonctionnent. Aujourd'hui, on va voir si elles fonctionnent pour vous. La sergente à l'accent géorgien prend la parole. Claire, qu'est-ce qui rend les méthodes de Dex différentes de ce qu'on nous a enseigné ? Bonne question. Votre nom ? Sergente Sandra Cruz. Sergente Cruz, quelle est la première chose que vous faites quand vous prenez position derrière un fusil ? Établir une plateforme de tir stable, confirmer le zéro, évaluer les conditions de vent. Tout juste, tout important. Mais Dex dirait que vous ratez la première étape. Elle tapote sa poitrine. Avant de toucher le fusil, avant de lire le vent, avant toute action extérieure, il faut établir l'immobilité intérieure. Ce n'est pas le fusil qui vous rend calme, c'est votre calme qui rend le fusil précis. Hargrove se raidit. Ça ressemble à de la méditation. On forme des combattants, pas des moines. Ces deux choses sont-elles incompatibles ? Claire se tourne vers lui. Un combattant ne peut-il pas bénéficier de l'immobilité intérieure ? La décision calme ne remporte-t-elle pas les combats ? Le combat et le tir de précision, c'est différent. L'est-ce vraiment ? Les deux exigent de gérer le stress. Les deux exigent une pensée claire sous pression. Les deux exigent des décisions de vie ou de mort avec des informations incomplètes. Elle ouvre sa caisse, sort son propre fusil, différent du M110 emprunté la veille. Celui-ci est construit sur mesure. Action Remington, 7 cents, Cross Macmillan, lunettes Schmidt et Bender. L'arme de quelqu'un qui a investi du temps et de l'argent sérieux. Dex a servi 26 ans, 3 guerres, 2 cœurs pourpres. Il comprenait le combat et il croyait que l'immobilité formait de meilleurs combattants. Ce matin, on ne tire pas. On apprend à respirer, des gémissements discrets, des regards sceptiques. Cruz croise les bras. On sait déjà respirer. Vous savez survivre, respirer pour vivre. Je vous enseigne à respirer pour la précision. Compétences différentes. Claire s'assied en tailleur sur le sol. Tout le monde s'assied. Trouvez une position confortable. Hésitation. Les Marines ne s'assoient pas pendant l'entraînement. Ils sont au garde à vous, au repos ou en train de faire des pompes. S'asseoir, c'est bizarre. Kowalski s'assied le premier, puis Reeves, les autres suivent. 12 Marines en cercle lâche, Claire au centre. Le soleil passe l'horizon. La lumière dorée se répand sur la Caroline du Nord. Inspiration en 4 temps. Remplissez vos poumons complètement. Les côtes s'écartent, le ventre s'étend. Rétention en 4 temps. Pas d'effort, juste une pause. Expiration en 4 temps. Videz complètement. Pause en 4 temps. Poumons vides, corps immobile, puis recommencer. Elle montre. Sa poitrine monte lentement, régulièrement. 4 secondes. Retiens 4 secondes. Descend. 4 secondes. Pause. 4 secondes. C'est la respiration en carré. Vous en avez entendu parler. Les forces spéciales l'utilisent, les pilotes l'utilisent, les chirurgiens l'utilisent. Tous ceux qui doivent performer sous stress l'utilisent, mais la plupart le font mal. Ils respirent trop vite, comptent trop vite et ratent l'objectif. Le compte de 4 doit sembler lent, inconfortable, comme si vous vous déplaciez dans du miel. Les Marines s'y essaient, la plupart comptent de trop vite, bâclent le cycle, sabotent l'effet. Claire circule parmi eux, posant les mains sur les épaules, ralentissant les uns. Reeves, votre inspiration dure 3 secondes, pas 4. Allongez-la. Cruz, vous portez de la tension dans la mâchoire. Détendez-vous. Kowalski, mieux, mais l'expiration est forcée. Laissez-la descendre naturellement. 5 minutes de respiration. Certains Marines s'impatientent. Ils veulent la bouger, agir. Cette inaction leur semble passive, faible. L'immobilité n'est pas la faiblesse, dit Claire, lisant leurs pensées. L'immobilité, c'est choisir de ne pas bouger quand votre corps veut réagir. C'est plus difficile que le mouvement. Ça exige plus de discipline que n'importe quelle action physique.
10 minutes. La respiration se synchronise, les Marines commencent à caler leur rythme les uns sur les autres sans qu'on le leur demande. Tendance naturelle, les groupes se synchronisent. 15 minutes, le soleil monte, la chaleur s'installe, des perles de sueur sur les fronts. Mais la respiration continue, régulière, maîtrisée. Maintenant, tout en respirant, remarquez la pause, l'espace entre l'expiration et l'inspiration. Ce moment où vos poumons sont vides et votre corps est immobile. C'est la pause respiratoire naturelle. C'est là que le corps humain devient la plateforme la plus stable. C'est là qu'on brise le cou. Hargrove parle sans ouvrir les yeux. On enseigne ça. Tirez à la pause respiratoire. Vous enseignez le concept, Dex enseignait l'expérience, c'est différent. Claire s'arrête au centre du cercle. Dex disait « On passe trop de temps à préparer et à accompagner. Le tir se produit dans l'immobilité entre les deux. C'est le seul instant qui compte. » 20 minutes. Certains Marines ont trouvé le rythme. La respiration de Kowalski est profonde et mesurée. Le visage de Reeves s'est détendu. Même Cruz a décroisé les bras. Ouvrez les yeux, levez-vous, étirez-vous. Les Marines se redressent, secouent liescouent les membres, roulent cou les épaules, reviennent à une conscience normale. Comment vous sentez-vous? Plus calme, admet Reeves. Fréquence cardiaque plus basse. Ennuyé? Marmonne l'un des lanciers. Bien. L'ennui signifie que vous n'êtes pas stimulé, pas réactif. Vous êtes présent sans être excité. C'est l'état qu'on veut. Vigilant mais calme, prêt sans être tendu. Claire rejoint la ligne de tir. Maintenant, on applique. Tout le monde prend son fusil. Exercice simple. 10 cibles à 300 mètres. Un chargeur, 10 cartouches. Axe sur la respiration. Axe sur la pause. Les scores ne comptent pas. Seul le processus compte. Les Marines s'installent, établissent leur position, vérifient les zéros, chargent les chargeurs. Avant de toucher la détente, commence le cycle. Établissez le rythme. Laissez le fusil devenir part de ce cycle au lieu de l'interrompre. Les cibles surgissent, les Marines tirent, les coups claquent sur le pas de tir, les étuis tombent, la poudre dérive, les scores s'affichent, résultats inégaux. Hargrove, 8 sur 10, Cruz, 7 sur 10, Kowalski, 5 sur 10, son pire résultat depuis des mois. La frustration se lit sur son visage, il se lève, commence à parler, Claire lève la main. Pas d'excuses, pas d'explications, dites-moi juste ce que vous avez remarqué. Je réfléchissais trop, j'essayais de forcer la respiration, j'ai perdu mon rythme naturel. Exactement. Vous avez essayé de contrôler quelque chose qui fonctionne mieux quand on lui permet d'exister. Forcer la respiration, c'est comme forcer le sommeil. Plus vous essayez, moins ça marche. Elle balaye le groupe du regard. C'est pour ça qu'on pratique. C'est pour ça que Dex passait des semaines sur la respiration avant de laisser ses élèves tirer pour le score. La fondation doit être inconsciente, automatique. Seulement à partir de là, on peut construire. La matinée se poursuit, exercice après exercice, 10 cartouches, repos, respiration, 10 autres. Les scores restent irréguliers, certains progressent, d'autres régressent. Kowalski continue de lutter. Sa frustration enfle à chaque chargeur. À 9h, les Marines sont épuisés, pas physiquement, mentalement, la fatigue de concentration. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Hargrove s'approche tandis que les autres rangent le matériel. Claire, permission de parler franchement. Toujours. Ça ne fonctionne pas, pas encore. Mes Marines tirent moins bien qu'avant. Kowalski s'effondre. Cruz est sceptique. Les lanciers pensent qu'on gaspille leur temps. Ils passent la main dans les cheveux. Peut-être que les méthodes de Dex marchent pour vous, mais ces gens ont d'autres profils, d'autres façons d'apprendre. Vous avez raison. Ce sont des individus différents. Claire referme sa caisse. Dex n'enseignait pas tout le monde de la même façon, il s'adaptait. Mais la fondation était toujours la même. L'immobilité d'abord, la technique ensuite. La plupart des instructeurs font l'inverse. Ils enseignent la mécanique et espèrent que l'élève trouve le calme tout seul. Dex enseignait le calme et faisait confiance au fait que la mécanique suivrait. Combien de temps ça vous a pris, à vous? 2 ans avant de tirer ma première série parfaite. 4 ans pour le faire avec constance. 6 ans avant de comprendre ce que Dex enseignait vraiment. Claire lui fait face. Vous m'accordez 2 semaines. Ce n'est pas assez de temps pour reconstruire les fondations, mais ça pourrait suffire à planter des graines. Les graines ne gagnent pas les évaluations. Ce sont les résultats qui comptent.
La générale Dunbar arrive dans 12 jours. Elle évalue si on adopte une nouvelle doctrine d'entraînement. Si on ne peut pas montrer une amélioration mesurable, l'expérience s'arrête là. Alors assurons-nous que ces 12 jours comptent. Claire se dirige vers son camion, s'arrête, se retourne. « Sergent Hargrove, je peux vous poser une question personnelle ? » ?»« Allez-y. »« Pourquoi enseignez-vous comme vous enseignez ?» Il cligne des yeux, surpris par la question. « Parce que ça fonctionne. Mes méthodes produisent des scores centurions constants à 70%. C'est au-dessus de la moyenne du corps. » « Au-dessus de la moyenne, mais pas excellent, pas exceptionnel. Pourquoi accepter ce plafond ? Parce que c'est là que les données montrent que les gens plafonnent. Pousser plus fort ne sert à rien. Ça crée juste de la frustration. Ou peut-être que pousser plus fort dans la même direction ne sert à rien. Peut-être qu'il faut pousser dans une direction entièrement différente. Elle cale la caisse sur son épaule. Vous enseignez de la même façon depuis 20 ans et obtenez les mêmes résultats. Peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose. La mâchoire de Hargrove se contracte. L'orgueil en guerre avec le pragmatisme. Qu'est-ce que vous suggérez ? Enseignez avec moi. Pas seulement observez, participez vraiment. Faites les exercices de respiration, vivez ce que vivent vos Marines. On ne peut pas guider quelqu'un à travers quelque chose qu'on n'a pas soi-même traversé. Je suis l'instructeur. Je ne devrais pas avoir besoin de ça. Dex pratiquait les exercices de base chaque jour. Il disait que le jour où il cesserait d'être élève était le jour où il cesserait d'être qualifié pour enseigner. Elle le regarde dans les yeux. Rejoignez-nous demain, pas comme instructeur principal, comme élève. Apprenez les méthodes de Dex de l'intérieur. Ensuite, décidez si elles valent la peine d'être transmises. Elle repart avant qu'il puisse répondre. Le laisse debout, sur le pas de tir avec le soleil du matin qui monte et la question suspendue dans l'air. Kowalski s'approche. « Sergent Hargrove, permission de parler. » « Accordé. Je sais que j'ai mal tiré aujourd'hui, mais je veux continuer. » Quoi que Claire enseigne, j'ai besoin de l'apprendre. Dex a essayé de m'enseigner il y a 14 ans, et j'étais trop jeune, trop arrogant pour écouter. Je ne referai pas cette erreur. Hargrove regarde le plus jeune homme. Il reconnaît quelque chose, une détermination née du regret, le besoin d'honorer une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Vous vous engagez vraiment ? Oui, sergent. Même si ça signifie désapprendre tout ce que vous croyez savoir ? Surtout pour ça. Hargrove acquiesce lentement. Repos, du repos. Demain, on recommence. Cet après-midi-là, Claire est dans sa chambre d'hôtel, ordinateur portable ouvert, appel vidéo en cours. Le visage sur l'écran est celui de Laura Decker-Holt, 34 ans, fille de Dex, vivant dans le Wyoming avec son mari et ses 2 enfants. « Comment ça s'est passé ?» demande Laura. « À peu près comme prévu, résistance, frustration, pas de résultat pour l'instant. Papa disait toujours que la première semaine était la plus dure. Les élèves veulent des progrès immédiats, mais le vrai apprentissage est lent. J'ai 12 jours, Laura. Pas 12 semaines, pas 12 mois. 12 jours pour prouver que les méthodes de ton père fonctionnent à l'échelle institutionnelle. » Laura s'approche de la caméra. « Claire, tu n'as rien à prouver. Les méthodes de papa fonctionnent. Tu en es la preuve vivante. Que le corps des Marines les adopte ou non ne change pas cette vérité. Mais si il ne les adopte pas, le legs de Dex disparaît avec moi. Personne d'autre ne connaît le système complet. Personne d'autre ne peut l'enseigner. Alors enseigne-le à quelqu'un. Vraiment enseigne-le. Choisis une personne prête à apprendre et mets tout en elle, la qualité plutôt que la quantité. C'est ce que papa ferait. » Claire réfléchit. Kowalski. Il tâtonne en ce moment, mais il est engagé. Et il porte de la culpabilité à l'égard de Dex. Cette culpabilité pourrait devenir une motivation. La culpabilité est un mauvais professeur, mais la rédemption est une puissante. La fille de 2 ans de Laura apparaît à l'écran, grimpant sur ses genoux. Maman. Occupée. Encore 2 minutes, ma chérie. Laura embrasse l'enfant sur la tête. Claire, je sais que ça compte pour toi, mais rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pas pour prouver que papa avait raison. Tous ceux qui ont été formés par lui le savent déjà. Tu fais ça pour offrir à ces Marines un cadeau. Le cadeau que papa t'a donné. La paix intérieure par la discipline extérieure. Qu'ils l'acceptent ou non, c'est leur choix. Je sais. Mais je veux qu'ils l'acceptent.
Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti quand l'enseignement de Dex a enfin fait tilt, ce moment où tout s'est mis en place. Ce moment t'a pris 2 ans. Tu n'as pas 2 ans. Alors je leur donnerai ce que je peux dans le temps imparti. Planter des graines, faire confiance que certaines pousseront. L'appel se termine. Claire ferme l'ordinateur, s'allonge sur le lit, fixe le plafond. Elle pense à demain et aux 11 jours qui suivent. Pense aux 12 Marines sceptiques et à un instructeur sur la défensive. Pense à Dex et à la promesse qu'elle a faite d'honorer son enseignement. Son téléphone vibre, message d'un numéro inconnu. C'est Hargrove. Je participerai demain comme élève, juste pour vous prévenir. Je suis un très mauvais élève, têtu, opiniâtre, figé dans mes habitudes. Claire répond « Les élèves préférés de Dex étaient les têtus. Il disait qu'il résistait assez fort pour tester si l'enseignement était réel. À demain à 6 heures. » Elle pose le téléphone, ferme les yeux, commence la respiration. 4 temps à l'intérieur, 4 temps de rétention, 4 temps à l'extérieur, 4 temps de pause, trouver l'immobilité, l'endroit où le stress ne peut pas atteindre, la fondation que Dex a construite en elle durant des années d'instruction patiente. Demain, elle essaiera de bâtir cette même fondation en 12 jours au lieu de 12 ans. Odds impossible. Mais Dex ne lui a jamais appris à fuir les défis difficiles. Il lui a appris à les aborder avec une détermination calme. 12 jours d'enseignement, 12 jours à planter des graines, 12 jours pour honorer une promesse faite à un homme qui avait cru en elle quand elle n'était qu'une adolescente en deuil, sans rien d'autre que de la colère et un fusil. Le soleil se couche sur Caen-le-Jeune. Le pas de tir reste vide, les cibles attendent en rang silencieux. Les plaques d'acier prêtes à sonner. Le tableau d'affichage sombre. Aucun score à afficher, aucun record à célébrer, juste l'espace tranquille entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Claire dort, rêve du Wyoming. Dex lui enseigne à lire le vent dans le mouvement de l'herbe. Elle rate ses 100 premiers tirs. Dex ne montre jamais de déception, juste de la patience. Juste la conviction qu'elle finira par comprendre. Elle a fini par comprendre. Il a fallu des années, mais elle a fini par comprendre. Maintenant, elle doit aider 12 Marines à comprendre en 12 jours. Le rêve se déplace, devient souvenir. La dernière lettre de Dex avant son déploiement en Afghanistan, écrite de son écriture soignée, chaque lettre tracée avec une précision délibérée, Claire. Si quelque chose m'arrive là-bas, ne porte pas le deuil trop longtemps. Célèbre ce qu'on a bâti ensemble et transmets-le. Enseigne à quelqu'un d'autre ce que je t'ai enseigné. C'est comme ça que le savoir survit. Pas par les records ni les trophées, mais par des cœurs généreux prêts à partager ce qu'ils savent. Je t'aime, gamine. Tu m'as rendu fier. Dex, elle se réveille à 4 heures. 2 heures avant d'avoir à être sur le pas de tir. Mais le sommeil ne reviendra pas. Trop de poids sur ces 12 jours. Elle se douche, s'habille, boit son café, regarde le lever du soleil depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Pense à Kowalski et Hargrove et Cruz et tous les autres. Se demande lesquels sont prêts à apprendre, lesquels résisteront, lesquels la surprendront. 5h30. Elle conduit jusqu'à la base, montre son laissez-passer, se gare près du pas de tir, descend dans l'air du matin qui sent la sauge, la poussière et les possibilités. Elle est la première. Pose sa caisse, commence sa propre pratique respiratoire, établit le rythme, trouve l'immobilité, se prépare à enseigner depuis un lieu de calme centré plutôt que d'urgence anxieuse. Pas sur le gravier. Plusieurs séries. Elle ouvre les yeux. Les 12 Marines arrivent ensemble, y compris Hargrove, en avance, 15 minutes avant l'heure officielle, et déjà en position au sol, déjà à pratiquer la respiration. 4 temps à l'intérieur, 4 temps de rétention, 4 temps à l'extérieur, 4 temps de pause. Kowalski la voit, hoche la tête sans briser son rythme respiratoire. Le visage de Cruz est détendu. Reeves compte sur ses doigts, s'assurant que son rythme reste honnête. Et Hargrove, assis en tailleur comme tout le monde, l'instructeur principal devenu élève, l'ego mis de côté, prêt à apprendre. Claire sourit. Petit, privé. Dex aimerait ça. Elle s'assied avec eux, rejoint le cercle, respire avec eux. 12 élèves et un professeur, tous en train d'apprendre, tous en train de grandir, tous honorant un homme qui croyait que l'immobilité était la force et que l'enseignement était la forme la plus haute du service. Le soleil monte, la lumière du matin se répand sur le pas de tir, la journée commence. Jour 8.
Le cap de la mi-parcours, 6 jours d'exercice respiratoire, de lecture du vent, de pratique de l'immobilité, 6 jours de progrès lent, laborieux. Les Marines tirent mieux qu'au premier jour. Pas de façon spectaculaire, juste avec plus de régularité, moins enclin aux oscillations brutales entre excellence et échec. Claire est dans le poste d'observation avec le colonel Colton. En bas, les 12 Marines enchaînent une série progressive de 70 cibles, entraînement en vue de la démonstration dans 4 jours. Moyenne actuelle, 84%, dit Colton en lisant sur sa tablette. En hausse par rapport à la base de référence de 68, progression de 17 points en une semaine. Pas suffisant. Claire regarde Kowalski rater sa 3e cible consécutive à 600 mètres. Il nous faut 95% pour prouver une efficacité révolutionnaire. 84, c'est bien. Pas transformateur. Peut-être que le transformateur n'est pas réaliste en 12 jours. Dex dirait que réaliste n'est qu'un autre mot pour se contenter de moins. La mâchoire de Claire se contracte. Il nous reste 4 jours, ce n'est pas fini. Colton observe son profil. Vous portez beaucoup. Le legs de Dex, l'avenir de ces Marines, votre propre promesse. C'est un fardeau lourd pour une seule personne. Dex a porté plus lourd chaque jour pendant 26 ans. Dex avait une carrière entière pour forger cette force. Vous essayez de faire en jours ce qui lui a pris des décennies. Claire ne répond pas. Elle regarde Kowalski finalement toucher sa 4e tentative. La cible sonne. Lumière verte, mais la lutte pour y arriver était visible. Douloureuse, la session du matin se termine. Les scores s'affichent. Hargrove, 89%. Son meilleur en 5 ans. Cruz, 86%. Reeves, 82%. Les lanciers entre 75 et 79%. Kowalski à 67%. Même score qu'il y a 6 mois, 6 jours d'entraînement intensif. Aucune progression. Pire. Il en est conscient. La frustration transperce son masque professionnel. Claire descend du poste, s'approche de Kowalski pendant qu'il vide son fusil. « Sergent, marchez avec moi. » Il s'écarte du groupe. Ombre sous le débord d'un hangar. La chaleur monte vers l'inconfort. La sueur assombrit le col de l'uniforme de Kowalski. « Je plombe tout le monde, » dit-il avant que Claire puisse parler. « Mes scores nous tirent à la moyenne de l'équipe vers le bas. Peut-être que je devrais me retirer, vous laisser vous concentrer sur les Marines qui peuvent vraiment progresser. » Dex ne retirait jamais un élève en difficulté. Dex avait le temps de travailler avec eux, pas vous. Claire s'assied sur une butée en béton, tapote l'espace à côté d'elle. Kowalski s'assied, maintient une distance respectueuse. Dites-moi à quoi vous pensez quand vous tirez. Le vent, la distance, l'élévation, les fondamentaux. Avant ça, avant les pensées techniques, quelle est la toute première chose dans votre esprit quand vous prenez position derrière la lunette? Kowalski reste silencieux un long moment. L'Afghanistan, 2010. Le moment où je me suis figé. Le moment où Dex a dû me couvrir. Vous êtes encore là-bas. 14 ans après, vous êtes encore derrière ce fusil, dans la province de Kandahar, terrorisé de faire la même erreur. Comment est-ce que j'arrête d'y être? Vous n'arrêtez pas. Vous acceptez que ça s'est passé. Vous honorez le fait que Dex vous a sauvé. Et ensuite, vous tirez pour qui vous êtes maintenant, pas pour qui vous étiez à l'époque. Claire lui fait face pleinement. Dex a écrit sur ce jour-là dans une de ses lettres. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Kowalski hoche la tête. Il ne fait pas confiance à sa voix. Il a dit « Kowalski s'est figé aujourd'hui, 22 ans. Premier vrai contact. Je me suis aussi figé lors de mon premier engagement. Tout le monde le fait. La différence, c'est que j'avais un sergent qui m'a couvert pendant que je trouvais mon courage. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être ce sergent pour quelqu'un d'autre. C'est le boulot. C'est ce qu'on fait. On se couvre les uns les autres jusqu'à ce que chacun trouve son courage. » Les yeux de Kowalski rougissent. Il ne m'a jamais dit ça. Parce qu'il n'avait pas besoin de votre gratitude, il avait besoin que vous surviviez, que vous deveniez le Marine qu'il savait que vous pouviez être. Que vous finissiez par couvrir quelqu'un d'autre comme il vous avait couvert. Claire se lève. Vous ne plombez personne, sergent. Vous apprenez la leçon la plus difficile. Comment vous pardonner à vous-même. Une fois que vous y arriverez, le tir suivra. Elle repart vers le pas de tir.
laisse Kowalski assis seul avec ses pensées, ses fantômes, et la permission de lâcher les deux. Cet après-midi-là, Claire trouve Hargrove dans son bureau. Il passe en revue des images de la session du matin, analysant les positions, les pressions sur la détente, les suivis de tir. « Toc, toc !» dit Claire depuis le pas de porte. Hargrove lève les yeux, lui fait signe d'entrer. J'étais justement en train d'examiner les tentatives de Kowalski. Sa technique est solide, la position est bonne, la respiration est contrôlée, mais il rate quand même. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que la technique n'est pas son problème. La psychologie l'est. Ce n'est pas mon domaine. J'enseigne le tir, pas la thérapie. Le cerveau appuie sur la détente. Si le cerveau est blessé, la pression sur la détente le sera aussi. Claire s'assied. Kowalski porte 14 ans de culpabilité. Ce poids affecte tout. Sa confiance, sa foi en lui-même, sa volonté de s'engager dans le tir. Hargrove se redresse. Étudie Claire. Vous avez changé ma façon de penser l'enseignement. J'ai passé 20 ans à me concentrer sur la mécanique. Vous m'avez montré que la mécanique n'en est que la moitié. Peut-être même moins. La plupart des instructeurs enseignent les 10% et espèrent que les élèves débrouillent les 90 restants tout seuls. Parce que les 90% sont difficiles à enseigner. Comment est-ce qu'on instruit quelqu'un à être calme, à se faire confiance, à lâcher la peur ? On le modélise, on crée l'espace pour la pratique, on accorde la permission d'échouer sans jugement. Claire jette un coup d'œil à l'écran montrant les tirs manqués de Kowalski. Il a besoin de savoir que l'échec ne le définit pas, que rater aujourd'hui ne fait pas de lui le même Marine qui s'est figé il y a 14 ans. Comment lui communiquer ça ? Parlez-lui de vos échecs. Montrez-lui que vous êtes humain, vous aussi. En ce moment, il vous voit comme l'instructeur infaillible. Ça crée des standards impossibles qu'il n'atteindra jamais. Mon premier score, Centurion, 42%. Je ne l'ai jamais dit à mes élèves. Je pensais que ça minerait leur confiance en mon enseignement. Ça construirait leur confiance en leur propre potentiel. Si leur instructeur a lutté et progressé, ils peuvent en faire autant. Hargrove acquiesce lentement. Je vais lui parler. Claire se lève pour partir, s'arrête à la porte. Marcus, je peux vous poser quelque chose de personnel. Allez-y. Pourquoi avez-vous dit non quand Dex vous a demandé de partir avec lui en 2022 ? La question s'abat comme un coup. L'expression de Hargrove se ferme. Les murs défensifs se dressent. Comment saviez-vous que... Dex l'a mentionné dans une lettre, sans entrer dans les détails. Il a juste dit que son ancien élève avait choisi une autre voie. Je ne juge pas. Je suis juste curieuse. Hargrove serre le bord de son bureau. J'avais 42 ans. 3 déploiements au combat à mon actif, des amis perdus, des choses vues qui me réveillent encore la nuit. Dex m'a appelé pour retourner en Afghanistan comme formateur civil, aider à entraîner leur armée. J'ai dit non. J'ai choisi le poste sûr, le bureau climatisé, la retraite garantie. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la préservation. Dex y est allé. Il avait 58 ans, un dos abîmé, des éclats encore dans la colonne vertébrale, et il y est allé parce que quelqu'un en avait besoin. 3 semaines plus tard, un engin explosif l'a tué, lui et 2 soldats afghans qu'il formait. La voix de Hargrove se fêle légèrement. J'aurais pu être là, aurais pu aider, peut-être changer quelque chose. Mais j'ai choisi la sécurité. Ou peut-être que vous seriez mort aussi, et qui formerait ces Marines aujourd'hui ? C'est une rationalisation généreuse. C'est une évaluation honnête. Dex ne vous a pas jugé d'avoir dit non. Il a compris. Il a écrit « Hargrove a gagné son repos. Il a assez donné. Je choisis de donner encore. » Des choix différents, tous deux valides. Il respectait votre décision. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire que j'étais désolé. Parce qu'il n'y avait rien pourquoi être désolé. Vous avez fait le choix dont vous aviez besoin. Lui a fait le sien. Vous avez tous deux vécu selon votre conscience. C'est tout ce que Dex demandait à qui que ce soit. Hargrove s'essuie les yeux rapidement. Le masque professionnel reprend sa place. Demain matin, parlez à Kowalski. Partagez votre histoire. Montrez-lui que la lutte est normale, que la progression est possible, que l'échec n'est que de l'information, pas une identité. Elle sort. Hargrove reste seul avec ses pensées, ses regrets et le fantôme d'un homme qui ne lui a jamais reproché d'avoir choisi la vie plutôt que la loyauté. Jour 9. Le matin arrive avec une couverture nuageuse inattendue. Rare en juin en Caroline du Nord.
Le ciel couvert crée des conditions de lumière différentes. Ombre plus douce, lecture du mirage plus délicate. Les Marines se rassemblent à 6 heures. Tous présents, tous en avance. L'habitude a pris racine. Ils arrivent avant l'heure et commencent la respiration, sans qu'on le leur demande. Petite victoire, le genre que Dex remarquerait et célébrerait en silence. Hargrove s'avance avant que Claire puisse commencer. Avant qu'on démarre aujourd'hui, je veux partager quelque chose. Ma première série, Centurion. J'ai tiré 42%. Échec spectaculaire. Je me suis ridiculisé devant mes pairs. Il m'a fallu 3 ans de pratique régulière pour passer 70%. 5 ans pour atteindre 80. Et je n'ai jamais tiré au-dessus de 89. Les Marines s'écoutent, surpris. Leur instructeur imperturbable qui admet sa faiblesse. Je vous dis ça parce que je veux que vous sachiez que la lutte est normale. La progression est lente et la distance entre où vous êtes et où vous voulez être se parcourt par la répétition patiente, pas par les percées spectaculaires. Il regarde Kowalski. Sergent Kowalski, vous tirez 67%, même score qu'il y a 6 mois. Je sais que c'est frustrant, mais je sais aussi que vous bâtissez une fondation qui soutiendra une progression dès que les obstacles psychologiques s'effaceront. Faites confiance au processus. Kowalski hoche la tête. Quelque chose se déplace dans son expression. Du soulagement, peut-être, ou une permission. Difficile à dire lequel. Claire prend le relais. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Pas d'exercice, pas de score. Juste tirer pour vivre l'expérience. Je veux que vous engagiez les cibles et remarquiez ce que vous ressentez. Pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. La peur, la confiance, le doute, la certitude, tout ça. Nommez l'émotion, puis laissez-la passer comme du vent. Elle installe un parcours simple. 20 cibles à distance variable. Chaque marine tire seule pendant que les autres observent. Pas de pression, pas de jugement, juste la pratique. Cruz y va la première. 16 sur 20, 80%, performance solide. Quand c'est terminé, Claire demande « Qu'est-ce que vous avez ressenti ?» De l'anxiété sur les tirs longs, de la confiance sur les proches, de la frustration quand j'ai raté. Bien, vous avez remarqué, demain, on travaille à rester avec l'anxiété plutôt qu'à la combattre. Reeves tire ensuite, 17 sur 20, 85%. Je me suis senti pressé, comme si j'avais besoin de tirer plus vite que je ne le faisais vraiment. Le chronomètre n'existait que dans votre tête. Personne ne vous chronométrait. Je sais, mais la pression était réelle. Réelle, mais inventée. Demain, on pratique tirer en dehors du temps. 1 à 1, les Marines tirent. 1 à 1, ils nomment leurs émotions. Hargrove rapporte un calme concentré avec une peur sous-jacente de l'échec. Un lancier admet n'avoir rien ressenti du tout, juste une exécution mécanique. Cruz pleure après sa série, submergé par la permission d'exprimer une émotion en contexte militaire. Kowalski tire en dernier, il prend position, commence la respiration, rythme à 4 temps, exécution technique parfaite. Il se stabilise derrière la lunette, trouve la première cible et se fige. 10 secondes, 20, 30. Le fusil tremble légèrement, sa respiration se dérègle, le cycle à 4 temps s'effondre en saccade superficielle. Sergent Kowalski. La voix de Claire, calme, posée. Qu'est-ce que vous ressentez ? La terreur, sa voix à peine audible, pure terreur. De quoi ? D'échouer encore, d'être ce gamin de 22 ans qui ne pouvait pas appuyer sur la détente quand ça comptait. Vous n'avez pas 22 ans, vous en avez 35, vous n'êtes pas au Kandahar, vous êtes en Caroline du Nord. La cible en bas du couloir n'est pas un ennemi, c'est juste de l'acier, et la rater ne coûte aucune vie. Je sais ça intellectuellement. Mais mon corps n'y croit pas. Alors laissez votre corps ressentir ce qu'il ressent. Ne combattez pas la terreur. Reconnaissez-la. Remerciez-la d'essayer de vous protéger. Et tirez quand même. La respiration de Kowalski se stabilise légèrement, toujours irrégulière, mais moins paniquée. Il trouve la pause naturelle, l'immobilité entre les souffles. Il presse la détente, raté. La balle s'enfonce dans la terre à 60 cm, à droite de la cible. Il chambre une autre cartouche. Respire, tire, raté. En haut à gauche, 3e tentative, respiration plus contrôlée maintenant. La terreur encore là, mais sans gouverner, touchée. Lumière verte. La plaque sonne. Quelque chose se libère dans les épaules de Kowalski.
Une tension portée depuis 14 ans, pas disparue entièrement, mais desserrée. Reconnue, amenée à la lumière, où on peut la traiter. Il tire les 19 cibles restantes, touche 12, 63%. Pire que ses scores d'entraînement, mais différent, honnête, réel. Quand il se redresse, son visage est humide de larmes. Il ne les cache pas. Il les laisse couler. « J'ai tout ressenti », dit-il à Claire. Tout à la fois. La peur, la honte, le deuil pour Dex, la colère contre moi-même. Et j'ai tiré quand même. C'est le courage, le vrai courage. Pas l'absence de peur, l'action malgré elle. Kowalski s'assied dans le groupe. Les autres Marines lui font de l'espace, physiquement et émotionnellement. Territoire nouveau pour tous, la vulnérabilité en contexte militaire, l'émotion reconnue plutôt que réprimée. La session se termine. Personne ne se précipite pour partir. Ils restent assis dans l'air du matin, à digérer, intégrer, devenir quelque chose de légèrement différent de ce qu'ils étaient 1 heure plus tôt. Ce soir-là, Claire reçoit un SMS de Laura. Comment ça avance ? Elle répond, plus lentement que je l'espérais, mais de façon réelle. Il change, juste pas aussi vite que le calendrier l'exige. Papa disait, le vrai changement, c'est comme regarder pousser l'herbe. On ne le voit pas se produire, mais un jour on regarde et on réalise que tout est différent. Je n'ai pas ce temps-là. Il me reste 3 jours. Alors fais confiance à ce que tu as planté. Fais confiance que ça poussera, que tu sois là pour le voir ou non. Claire pose le téléphone, reste allongée dans l'obscurité. Son téléphone sonne. Hargrove. Claire, désolé d'appeler si tard, mais j'ai une idée. Dites. Et si on changeait le format de la démonstration ? Au lieu d'essayer d'atteindre 95% sur le parcours complet, et si on démontrait la méthodologie elle-même ? Montrer à la générale Dunbar la pratique respiratoire, la conscience émotionnelle, la philosophie, lui faire voir la fondation qu'on est en train de bâtir, pas seulement les résultats immédiats. Elle évalue l'efficacité, elle a besoin de chiffres. Elle évalue l'opportunité d'adopter une nouvelle doctrine. Les chiffres en font partie, mais aussi la compréhension du pourquoi derrière le comment. Si on peut articuler clairement la philosophie de Dex, montrer le cadre pédagogique, démontrer le potentiel à long terme, peut-être que ça suffit ? Claire réfléchit. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Les plans changent. Dex me l'a appris. S'adapter aux conditions plutôt que forcer les conditions à correspondre au plan. Bon, essayons. Demain, on travaille à articuler la méthode, à préparer les instructeurs à enseigner aux instructeurs. Elle raccroche, sent quelque chose se déplacer, pas tout à fait de l'espoir, mais de la possibilité. Peut-être que le succès ne ressemble pas à ce qu'elle imaginait. Peut-être qu'honorer le Lex de Dex ne passe pas par des scores non parfaits. Peut-être que c'est par la transmission de la philosophie qui les a rendus possibles. Jour 12, la veille de l'arrivée du général Dunbar. Les Marines se rassemblent pour un dernier entraînement. Demain, c'est la démonstration. Aujourd'hui, l'intégration. Claire les regarde. On a passé 11 jours à construire une fondation. Respiration, immobilité, conscience émotionnelle, lecture du vent, tous les éléments de la méthode Dex. Aujourd'hui, on les assemble. Vous allez tirer la série Centurion complète en équipe, sensible, 10 tireurs, 10 cibles chacun. Des regards s'échangent, nervosité dans l'air. Voilà la nuance. Je m'en fiche de votre score. Je veux que vous tiriez avec une présence totale. Remarquez tout, ressentez tout, et faites confiance au fait que les touches viendront de la fondation qu'on a bâtie. Hargrove ajoute « La générale Dunbar arrive demain à 8 heures. Elle observera l'entraînement du matin, puis la démonstration officielle à 10 heures. Ce qu'elle voit aujourd'hui en entraînement, c'est ce qu'elle attendra demain en performance. Rendez-le réel. Les Marines préparent le matériel, vérifient les zéros, chargent les chargeurs, puis, sans qu'on le leur demande, ils commencent la respiration. Les 10, en même temps. Cycle synchronisé à 4 temps. Claire observe depuis le poste d'observation avec Colton. Ils l'ont intériorisé. La respiration n'est plus un exercice. Elle est intégrée à leur préparation. C'est la fondation. Tout le reste s'y construit. Le tir commence. Cible 1. Rive, touché, lumière verte. Cible 2. Cruise, touché, lumière verte. Le schéma continue. Les Marines tirent avec un calme concentré. Pas parfait, mais présent. Engagés dans le processus plutôt que paniqués par les résultats.
Le tour de Kowalski arrive à la cible 61, 600 mètres, sa distance cauchemar, 2 semaines de lutte. Il prend position, respire, trouve la pose et tire sans hésitation. Touché. Lumière verte, il passe à la 62e cible, encore 600 mètres, angle différent. Il lit le vent, ajuste sa visée, tire, touché, vert. Quelque chose a changé en lui, la terreur est encore là. Claire le voit à la tension autour de ses yeux, mais il tire à travers elle maintenant. Il ne l'attend plus. Il la reconnaît et agit quand même. Cible 63 à 70, 8 touches, 2 ratés. Les 30 dernières cibles. Distance extrême, 700 à 900 mètres. Là où la technique rencontre la chance et les limites du matériel. Les Marines tirent avec une détermination tranquille. Pas d'arrogance, juste de la confiance. Confiance en leur entraînement, en le processus, en les méthodes de Dex. Score final, 187 sur 200, 93,5%. Silence. Puis le chaos. Des Marines qui crient, s'étreignent. Reeves qui saute. Les mains de Colton se serrent donc sur l'épaule de Claire. 93,5, c'est révolutionnaire. C'est Dex. C'est ce qu'il a bâti. Ce qu'il a toujours su être possible. Hargrove apparaît à l'entrée du poste d'observation, le visage rougi d'excitation. On l'a fait. On l'a vraiment fait. Vous l'avez fait. Ce sont vos Marines, vos élèves. J'ai juste montré la carte de Dex. Vous avez marché le chemin avec eux. Cette nuit-là, Claire dort à peine. Demain, le général Dunbar arrive. Demain, il démontre, pour de vrai. Demain, le legs de Dex devient soit doctrine du corps, soit une belle théorie qui a fonctionné une fois dans des conditions particulières. Elle envoie un SMS à Laura. On a tiré 93% à l'entraînement. Demain, le vrai test. Laura répond « Papa sourit là où il est. Il est tellement fier de toi, je l'espère, vraiment. » L'aube se lève, claire et froide, 7 heures. Claire arrive sur le pas de tir. Les Marines sont déjà là. Déjà en train de respirer, déjà en train de se préparer. Mais quelque chose est différent. Ils ont installé une photographie sur le banc de tir imprimée depuis les archives. Le sergent-chef Frank Decker, en grande tenue, médaille sur la poitrine, yeux vifs et en vie. Kowalski se tient à côté. On a pensé que Dex devrait être là pour ça. C'est lui qui a tout commencé. On finit ce qu'il a commencé. La gorge de Claire se serre. Elle touche la photographie doucement. Il est là. Il a toujours été là. 8 heures. Un SUV noir arrive, le brigadier général Patricia Dunbar en descend. 56 ans, étoile argentée sur le col, 3 décennies de service gravées dans son port. Elle se déplace avec une autorité contenue, chaque geste précis. Colton l'accueille, lui rend les honneurs. Général, merci de prendre le temps pour cette évaluation. Colonel Colton, je suis curieuse de voir de quoi il retourne. Un instructeur civil qui produit des résultats sans précédent en moins de 2 semaines, c'est soit une innovation brillante, soit une anomalie statistique. Je crois que vous trouverez que c'est la première, mon général. Claire s'avance. Général Dunbar, Claire Weston, merci de votre temps. Le regard de Dunbar est acéré, il évalue, il lit. Mademoiselle Weston, j'ai consulté vos antécédents, 100% sur la série Centurion. Impressionnant. Mais je ne suis pas là pour vous évaluer, vous. Je suis là pour évaluer si vos méthodes produisent des résultats reproductibles avec des Marines ordinaires. Je comprends, mon général. Montrez-moi ce que vous avez bâti. La démonstration commence. Claire ne commence pas par le tir. Elle commence par l'explication. Elle parle de Dex, de son service, de sa philosophie, de sa conviction que l'immobilité précède la précision. Elle démontre la respiration, la conscience émotionnelle, la méthodologie de lecture du vent. Dunbar écoute, prend des notes, pose des questions pointues. Cela ressemble à de la psychologie de performance, pas spécifique au tir. Ce n'est pas spécifique, concède Claire, c'est universel. Dex a appliqué des principes universels à une discipline précise. C'est ce qui le rend puissant. Ça se transfère. Un marine qui apprend l'immobilité pour le tir peut l'appliquer à n'importe quelle situation à haute pression. Montrez-moi l'application. Les Marines démontrent. D'abord la respiration, les 10, synchronisés, visibles, fréquence cardiaque maîtrisée, puis la lecture du vent. Ils expliquent comment ils interprètent le mirage, les fanions, le mouvement de l'herbe, puis la position de tir,
Comment ils ont adapté le matériel à leur corps, plutôt que de forcer leur corps à s'adapter au matériel. Enfin, le tir. Sans cible, 10 Marines, 10 chacun. Tout ce qu'ils ont appris compressé en une performance. Une foule s'est formée. Instructeurs, élèves, Marines de la base entière qui ont entendu parler de l'expérience. Tous en témoins. Cible 1, Reeves tir, touché, lumière verte. Cible 2, Cruz touché, vert. Le schéma se construit, touché après touché. Lumière verte après lumière verte. Pas parfait, 7 ratés dans les 50 premières cibles, mais bien au-delà de la base de référence de 68%. Le tour de Kowalski. Cible 60 et 1 à 70. Les 600 mètres. Sa distance cauchemar. Il prend position. Sa main touche brièvement la photographie de Dex, cherchant la force dans la connexion. Premier tir, touché, vert. Deuxième, touché, vert. Il tire les 10 cibles, en touche 9, 90% à sa pire distance. Quand il se lève, les larmes coulent sur son visage, mais cette fois, ce n'est pas la honte, c'est la libération. 14 ans de poids qui tombent enfin. Hargrove avance, saisit l'épaule de Kowalski, ne dit rien. N'en a pas besoin. Le geste porte tout ce que les mots ne peuvent Baylis pas. Claire regarde depuis le poste d'observation, elle voit l'homme en qui Dex croyait, devenant enfin ce que Dex savait qu'il pouvait être. Sa gorge se serre. C'est pour ça qu'elle est venue. Reeves baisse son téléphone. Certains moments sont trop sacrés pour être filmés, trop personnels pour être partagés. C'est le moment de Kowalski. Sa rédemption. 14 ans à se construire. Les autres Marines restent silencieux, témoins, comprenant sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ils ont tous porté quelque chose. Ils ont tous eu besoin de grâce. Aujourd'hui, Kowalski a trouvé les deux. Les 30 dernières cibles. Les tirs à longue portée. Les Marines tirent avec une confiance tranquille, pas arrogante, juste confiante. Confiante en leur entraînement, en le processus, en les méthodes de Dex. Score final, 194 sur 200. 97%. La foule explose. Applaudissements, accolades, Marines qui s'étreignent. Même les instructeurs sceptiques hochent la tête avec un respect forcé. Dunbar se lève. Elle s'approche de la ligne de tir, examine le tableau d'affichage, consulte les données télémétriques sur la tablette de l'officier de tir, vérifie et revérifie. Elle se tourne vers Claire. 97%. Ce n'est pas une anomalie, c'est un nouveau standard. C'est le standard de Dex, mon général. Je les ai juste aidés à l'atteindre. Dunbar regarde les Marines, trempés de sueur, épuisés, triomphants. Sergent Hargrove, depuis combien de temps enseignez-vous le tir ? 22 ans, mon général. Avez-vous jamais vu des résultats comme ceux-là ? Non, mon général, jamais. Croyez-vous que vous pouvez reproduire cet entraînement avec d'autres élèves ? Hargrove jette un coup d'œil à Claire. Elle hoche légèrement la tête. Oui, mon général. Avec un soutien approprié et le temps d'apprendre pleinement la méthodologie, je crois que cela peut devenir doctrine standard. Dunbar reste silencieuse un long moment. Elle pèse, calcule, prend le genre de décision qui touche des milliers de Marines au fil de décennies de service. Colonel Colton, j'approuve le statut de programme pilote. 6 mois, financement complet. Mademoiselle Weston formalisera le curriculum. Le sergent Hargrove formera des instructeurs supplémentaires. On suivra les résultats sur plusieurs classes. Si les données confirment ce que j'ai vu aujourd'hui, on passe à l'adoption complète. Le masque de Colton se fissure légèrement. Un sourire rare. Merci, mon général. Dunbar se tourne vers Claire. Mademoiselle Weston, j'aurais besoin d'une documentation détaillée. Chaque aspect de la méthodologie du sergent-chef Decker. Écrit, vidéo, tout. Vous pouvez fournir ça ? Oui, mon général. Et il me faudra que vous formiez les formateurs. Montrez à notre cadre d'instructeurs comment enseigner ce que vous avez enseigné. C'est un engagement d'au minimum 6 mois. Êtes-vous prête à ça ? Claire regarde les Marines. Kowalski qui s'essuie les yeux. Reeves qui sourit comme un enfant. Cruz qui se tient plus droite qu'il y a 2 semaines. Hargrove qui comprend enfin ce que Dex essayait de lui enseigner 18 ans plus tôt. Oui, mon général. Dunbar lui tend la main, Claire la saisit, poignée ferme, professionnelle. La poignée de main qui transforme l'expérience en institution. La foule se disperse lentement. Les Marines se félicitent. Les instructeurs discutent des implications.
Colton fait des notes sur sa tablette. Budget, calendrier, logistique. Kowalski s'approche de Claire. « Madame, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Dites, j'ai été en colère contre Dex pendant 14 ans. Je croyais qu'il nous avait abandonnés, qu'il avait tout lâché. J'avais tort. » Sa voix se brise. Il n'a jamais abandonné personne. Il n'a juste plus eu assez de temps. Merci de m'avoir donné la chance de comprendre ça. Dex vous avait pardonné dès l'instant où c'est arrivé. La seule personne qui avait besoin de pardon, c'était vous. Et vous venez de vous l'accorder. Il sera fier. Kowalski salue, formel, impeccable, le respect réservé aux officiers supérieurs. Claire lui rend son salut, honorant le moment. Hargrove s'approche ensuite. « Claire, je veux m'excuser. J'ai résisté à cet entraînement, douté des méthodes, cru que ma façon était la seule. Vous m'avez montré que j'avais tort. Plus que ça, vous m'avez montré comment avoir tort avec grâce et en tirer les leçons. Vous avez questionné, puis vous avez testé. Puis vous avez accepté ce que les preuves montraient. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'honnêteté intellectuelle. J'aimerais continuer à apprendre, vraiment maîtriser la méthodologie de Dex, devenir digne de l'enseigner. Vous en êtes déjà digne. Vous aviez juste besoin de vous le permettre. » Ils se serrent la main. Instructeur à instructeur, partenaires égaux dans le travail d'enseigner. Le soleil monte vers midi, la chaleur s'installe. Le pas de tir scintille dans les schémas familiers. Le mirage danse, les fanions claquent, les cibles d'acier attendent, silencieuses et prêtes. Claire s'assied seule sur le banc de tir, touche la photographie de Dex. On l'a fait. Tes méthodes sont officielles maintenant. Ton héritage est assuré. J'ai tenu la promesse. Elle ferme les yeux, respire. Le rythme a 4 temps. Trouvant l'immobilité, l'endroit que Dex lui a montré il y a 12 ans, quand elle n'était qu'une adolescente en deuil avec rien d'autre que de la colère et un fusil. Des pas. La voix de Laura Decker-Holt. Claire ouvre les yeux. Laura est là, pas en appel vidéo, physiquement présente. « Tu as pris l'avion ? Tu pensais que je raterais ça ? Le travail de toute la vie de mon père qui devient doctrine du corps des Marines. J'aurais été n'importe où ailleurs. Elle s'étreigne, pas la politesse d'une accolade entre connaissances, mais l'étreinte serrée de la famille. » Laura se recule. « Il t'aimait, tu sais. Il m'a dit une fois que tu étais la fille qu'il avait eu le choix de choisir, que t'enseigner était la réalisation dont il était le plus fier dans toute sa carrière. Il m'a sauvé après la mort de mon père, après que ma mère n'était plus là vraiment, après qu'il ne me restait plus rien. Dex m'a donné un but, une structure, une raison de continuer. Et maintenant, tu as donné ça à d'autres. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Il se multiplie, il passe en avant. Papa t'a enseigné. Tu les as enseignés. Ils enseigneront d'autres. Son amour se répand en vagues, pour toujours. Claire regarde les Marines qui rassemblent leur matériel, chargent les camions, rentrent au quartier pour se doucher, se reposer, célébrer, chacun portant un fragment de l'enseignement de Dex, chacun prêt à le transmettre quand son tour viendra. « La promesse des 2 clics », dit Claire doucement. « C'est quoi ? La dernière leçon de Dex, pas un ajustement de dérive du vent. C'est sur le fait de faire attention, de remarquer ce que les autres manquent, de se soucier assez pour corriger ce qui ne va pas, et de faire confiance au fait que les petites corrections s'accumulent en grands changements. 2 clics ont décalé le 0 de Hargrove. 2 semaines ont changé la vie de 10 Marines. 2 décennies de l'enseignement de Dex vont changer tout le corps. Laura touche la photographie. C'est son héritage, pas les médailles, ni le grade, ni les records. L'impact qui résonne éternellement. Le pas de tir se vide. Les derniers Marines partent. Le silence s'installe. Et maintenant ? Demande Laura. Maintenant, je documente tout. Je filme les vidéos pédagogiques, j'écris le manuel, je forme les formateurs. Je m'assure que les méthodes de Dex survivent au-delà de ma capacité à les enseigner personnellement. Et après ça ? Claire sourit. Petit et privé. Après ça, je tiens la promesse. Je cherche d'autres personnes qui ont besoin de ce que Dex m'a donné, et je transmets encore et encore, aussi longtemps que je peux. Elle s'assoit dans le silence confortable, le soleil de Caroline du Nord chaud sur leur visage, le vent portant l'odeur de la sauge, de la poussière et des possibilités. Quelque part au loin, un fusil claque,
quelqu'un qui pratique, qui s'améliore, qui bâtit la fondation qui mène à la maîtrise. L'œuvre de Dex continue, à travers Claire, à travers Hargrove, à travers Kowalski et Cruz et Reeves, et chaque marine qui a appris que l'immobilité précède la précision, que le calme rend la performance possible, que la pause entre les souffles est là où vit le talent. 2 clics, un ajustement si minuscule, mais il a tout changé. Claire se lève, prend la photographie de Dex, la tient contre sa poitrine. Merci de m'avoir cru, merci de m'avoir appris à écouter, merci de m'avoir montré que le plus grand cadeau qu'on puisse offrir, c'est de transmettre ce qu'on a appris. Elle porte la photographie jusqu'à son camion, l'installe délicatement côté passager, prend la direction de l'hôtel vers 6 mois de développement du curriculum, de formation des instructeurs, de traduction systématique d'un savoir intuitif en doctrine enseignable. Le garde à l'entrée lui fait signe de passer. Elle rejoint la route nationale, cap au nord dans l'après-midi. Le soleil lumineux, la route dégagée, l'avenir incertain, mais plein de sens. Dans le rétroviseur, quand le jeune rétrécit, le pas de tir ou le leg de Dex est devenu officiel, où 10 marines sont appris à tirer à 97% en apprenant d'abord à être immobile. Devant, la route s'étire, des kilomètres à couvrir, un travail à faire, des promesses à tenir. Elle pense à la dernière parole de Dex avant son déploiement. Enseigne-leur à écouter. Elle écoute, maintenant et toujours. 2 clics ont changé le 0 de Hargrove. 2 semaines ont changé la vie de 10 Marines. 2 décennies de l'enseignement de Dex vont changer tout le corps. Et quelque part sur un pas de tir qu'elle ne verra jamais, un Marine qu'elle ne rencontrera jamais apprendra à respirer. 4 temps, l'un dans l'autre, trouvant l'immobilité, la pause où vit le talent, le leg de Dex transmis en avant, pour toujours en train de se multiplier. Claire conduit vers le nord, le soleil chaud sur son visage, la route dégagée devant elle, le travail qui commence à peine. Elle sourit. Dex aimerait ça, le travail ne se termine jamais, il change juste de main.